Bonjour tout le monde, et du coup bienvenue sur ce webinaire qui a été décalé donc de la semaine dernière, petit souci technique on va dire. L'idée aujourd'hui c'est de faire une petite passe sur les nouveautés qui sont sorties sur WatchGuard Cloud. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait le dernier, mais ça date un petit peu. En gros on va reprendre des news qui sont sorties sur Q2 et Q3. Voilà, bon, il y a eu pas mal de petites choses. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou autres, il y a la petite partie questions sur laquelle vous pouvez les poser. Il y a le chat aussi si vous voulez discuter de quelques sujets que ce soit. Donc, je vais dérouler la présentation, jette un petit coup d'œil sur les questions au fil de l'eau pour tenter d'y répondre. Et surtout, si vous en avez, n'hésitez pas. Au niveau de l'agenda, plusieurs choses. Alors, il y a eu une nouveauté sur le portail WatchGuard Cloud dont on va parler. Alors, on en a déjà parlé sur les précédents webinaires, mais j'en profite là pour refaire un petit focus dessus. Nouveauté sur la partie firewall gérée dans le cloud, sur FireCloud, Hotpoint également, avec une bêta qui est en cours côté Microsoft pour permettre une intégration plus souple, on va dire, des solutions de gestion de l'identité à la partie Office 365. Quelques news aussi sur ThreadSync, et puis après on fera un point rapide pour terminer sur la partie MDR. C'est pareil, l'offre a pas mal évolué, ça permettra de reposer un petit peu les évolutions qu'il y a eu depuis qu'on a lancé le service. Donc sur la partie WatchGuard Cloud Portal, il y a un ID portal qui a été rajouté. Comme je disais, si vous avez suivi les webinaires précédents, je pense qu'on en a parlé à chaque fois avec Jérémy. Donc vous devez être au courant, mais je refais une passe dessus quand même. Donc dans l'idée, en fait, sur la petite icône point d'interrogation, il y a cette partie ici, Give Feedback, qui renvoie sur l'ID portal. Est-ce que je vais faire, hop là, on va aller dessus directement. Donc le petit point d'interrogation ici sur WatchGuard Cloud, d'accord, le Give Feedback. Et ici, en fait, dans l'idée, c'est de vous permettre de soumettre des idées d'amélioration ou d'ajout de fonctionnalités pour les différents produits. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ça vous permet de voir ce qui est sur la roadmap actuellement, d'accord, ce qui est en cours de développement. Donc là, c'est ce qui est en réflexion, on va dire, d'un point de vue roadmap, ce qui est en cours de dev et ce qui aura été délivré sur les mois précédents, donc les évolutions qui auront été rajoutées au produit. Donc c'est plutôt intéressant. Un aspect qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut, lorsqu'on clique sur une fonctionnalité, d'accord, rajouter un vote en disant si c'est pour vous un must-have, quelque chose qui serait cool à avoir, mais voilà, ou alors qui ne vous intéresse pas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. L'avantage, c'est que ça tombe derrière dans un outil auquel les product managers ont directement accès. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça tombe directement dans leur gros panier, on va dire, et puis ils peuvent regarder un petit peu les informations. Et ça permet surtout d'axer les développements sur ce qui, je vais dire, sur le terrain, entre guillemets, est vraiment utile, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dessus de temps en temps, d'accord, à soumettre des choses. Voilà, bon. Encore une fois, de mon point de vue, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa, donc n'hésitez pas à l'exploiter. Ok, sur la partie Firebox Cloud Manager, tiens, j'aurais pu faire un petit poll pour savoir combien d'entre vous utilisez les firewalls en admin full cloud. On fera ça sur un prochain webinaire. Mais sur les améliorations qu'il y a eu là-dessus, alors pareil, généralement, quand j'en parle un petit peu, il y a une partie Firebox. Sur le Help Center, où vous pouvez retrouver en fait les différences qu'il y a entre les supports de fonctionnalités, d'accord, sur des boîtiers gérés dans le cloud, en admin local via le WSM ou alors en admin local via l'interface web. Et comme j'ai tendance à le dire, c'est un des côtés positifs du cloud, on va dire, c'est que les fonctionnalités sont rajoutées assez rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sortent.
Donc voilà, si j'ai envie de dire, il y a 3 mois, il y a peut-être des fonctionnalités qui étaient indispensables pour vous et qui n'étaient pas dispo sur la partie Cloud Manager, il est fort probable que ça ait été rajouté entre-temps. Donc n'hésitez pas, pareil, à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc sur le Help Center, d'accord, Firebox Feature Comparison, ça permet de voir un petit peu les évolutions qu'il y a à ce niveau-là également. Si je reviens sur les slides et pour les nouveautés, donc en bas, à chaque fois, on va avoir la date à laquelle la fonctionnalité est sortie. Du coup, début mai, la possibilité de faire une résolution quand on fait du BOVPN, de résoudre un domaine, d'accord, plutôt que d'avoir une adresse IP. Si on a des fois des tunnels à monter avec des clients BOVPN qui n'ont pas d'IP fixe, ça peut être problématique. Alors, il y a des moyens de contourner, évidemment, mais aujourd'hui, on peut faire une résolution d'un autre domaine, d'accord, pour récupérer l'adresse IP. Donc, si le client BOVPN en face est enregistré sur un système de DNS dynamique, bon, on va pouvoir résoudre le nom, récupérer l'IP et du coup faire monter les tunnels en s'appuyant sur cette fonctionnalité-là. Donc, c'est un ajout qui est plutôt intéressant. Alors, je parlais du Help Center, hein, mais à chaque fois, si vous voulez creuser un petit peu, donc Chloé enverra le replay et le support de la presse. Vous avez les liens vers le Help Center à chaque fois. Ça permet d'aller approfondir, on va dire, un petit peu les choses en regardant sur le site directement. On parlait de dynamique DNS. Typiquement, on a rajouté le support de Cloudflare dans les prestataires de services de DNS dynamique. Il y en avait déjà un petit paquet qui était présent et Cloudflare donc, a été rajouté. Si je regarde ici sur la plateforme de démo, j'ai récupéré un boîtier qui est en Cloud Manager. Et cette partie-là, vous la retrouvez dans la partie réseau sur une interface WAN. C'est forcément plutôt là qu'on va l'utiliser, donc interface de type externe. Et on va voir le champ ici dynamique DNS. D'accord. Donc si vous l'activez, vous avez un ensemble de service providers qui sont disponibles. Et comme je disais, du coup, on a rajouté Cloudflare dans la liste. Un nouvel ajout également, la possibilité de faire une inspection et d'appliquer des règles de filtrage sur du trafic intra-network. D'accord. Donc ça a été rajouté également. L'idée, c'est que le Firebox soit capable d'inspecter et du coup d'appliquer des règles de pare-feu sur du trafic en intra-réseau. D'accord. Donc ça va être intra-VLAN sur des interfaces qui sont en bridge, par exemple, également. Alors, c'est peut-être des choses qu'on pouvait faire sur les Firebox en full admin local, d'accord, mais qui n'étaient pas dispo sur la partie Cloud Manager. Donc, ça a été rajouté. Pareil, ça permet de rajouter, d'élever un petit peu le niveau de sécurité sur le trafic interne. Et donc, c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire, ce genre d'évolution-là. Également, qui a été rajouté, le fait de pouvoir télécharger le fichier de configuration le plus récent sur WatchGuard Cloud. Alors, généralement, quand il y a des modifs de configuration qui sont faites, elles sont présentes dans la partie Deployment History. On va pouvoir les regarder sur les confs, ce qui a été modifié. On peut faire de la comparaison éventuellement de fichiers de configuration. Et maintenant, hop là, enfin, j'ai tout en bas pour faire un petit bac. Maintenant, sur la dernière version, alors la comparaison de version se fait ici. Sur la dernière version, on a la possibilité de récupérer le fichier XML lié à cette configuration. D'accord, ça permet de faire un audit en mode full offline, j'ai envie de dire. Et à terme, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais j'imagine que sera rajouté la possibilité d'importer le fichier de configuration XML dans WatchGuard Cloud. Pareil, ça peut avoir du sens dans certains cas de figure. D'accord, si on ne veut pas forcément s'appuyer sur les template de Firebox pour gérer les confs et qu'on préfère le gérer avec un fichier XML de configuration. Donc, à terme, comme je dis, j'imagine qu'on pourra le réimporter dans la partie WatchGuard Cloud. Fonctionnalité supplémentaire aussi qui a été rajoutée sur la partie analyse de trafic en SMTP, où maintenant, donc, quand on crée une règle qui va traiter ce genre de trafic, on va avoir la possibilité de rajouter une limite de taille des emails, d'accord. Quand cette limite de taille sera dépassée, le Firebox va dropper
va dropper les messages tout simplement. Donc pareil, ça, si je vais sur la partie device configuration, firewall policy, que je rajoute une politique de filtrage qui va traiter le flux SMTP, du coup, eh bien, je vais pouvoir mettre en place, hop là, donc ça va être sur un flux entrant par exemple, trafic SMTP. Quand je rajoute la règle, sur les 3 petits points ici, dans les settings, je peux définir la taille maximale du message. Ensuite, ajout de ressources réseau personnalisées pour le VPN mobile. En gros, ça permet de rajouter des client tunnel route comme des ressources pour les réseaux VPN utilisateurs. Ça permet de créer en gros une conf de split tunneling, d'accord, pour le trafic qui serait destiné d'un côté à un réseau privé et de l'autre, alors qui va être autre, pardon, différent de réseau interne qui serait géré par le firewall. Cette fonctionnalité, on peut l'utiliser aussi bien sur du SSL Mobile VPN que de l'IKE V2 Mobile VPN. D'accord. Et lorsqu'on ajoute un client tunnel route, tous les mobile VPN derrière, d'accord, que ce soit le SSL et le IKEV2, vont par défaut partager les ressources autorisées disponibles. D'accord. Donc la conf se fait en une fois et automatiquement appliquée après à l'ensemble des profils SSL Mobile VPN et IKEV2. On peut rajouter du one NAT également pour les firebox qui sont gérés dans le cloud, toujours. Donc l'idée, c'est pour faire correspondre, d'accord, c'est du one-to-one NAT dans tout aussi le plus classique, faire correspondre des adresses IP entre deux réseaux différents. Donc alors, on peut l'appliquer aussi bien en trafic nord-sud, donc vers l'extérieur du système d'information, que sur du trafic est-ouest, d'accord, qui serait interne et inter-VLAN, inter-réseau. Ce paramètre, on peut le faire aussi bien pour une adresse IP spécifique qu'un range d'IP ou qu'un subnet. Donc les 3 types d'objets sont utilisables dedans. Et par défaut, quand on configure un one-to-one NAT, toutes les nouvelles règles de firewall qu'on va créer vont l'utiliser. Donc si vous ne voulez pas l'utiliser sur certaines règles, il faut penser à aller le désactiver dans la partie configuration NAT qu'on voit ici sur la petite capture à droite. Côté FireCloud, également, il y a 2 nouveautés essentiellement, dont une dont on a pas mal parlé avec certains d'entre vous. La première, c'est les XFF headers. Donc XFF, c'est X Forwarded for headers. C'est un paramètre en gros qui est rentré dans les entêtes lors des échanges HTTP, qui permet d'identifier l'adresse IP source d'un client qui se connecte à un serveur web à travers un proxy. Donc c'est ce qui est typiquement le cas du FireCloud. Un des gros avantages de ça, c'est de permettre que les sites web s'affichent dans la bonne langue. Souvent, quand vous allez sur Google ou autre, le navigateur va afficher des résultats en fonction de la géolocalisation publique depuis laquelle vous vous connectez. Et typiquement, comme aujourd'hui, les POP, on n'en a pas partout en Europe. Pour la partie FireCloud, il arrivait au début que quand un utilisateur accédait à Google ou fasse des recherches, etc., il ait des résultats en allemand parce que le POP est en Allemagne. Avec l'ajout de cette fonctionnalité, du coup, ça permet d'avoir des résultats qui vont s'afficher correctement en français. Et donc, ça rend, on va dire, l'expérience utilisateur plus agréable. Et l'autre partie qui est le Always On qui a été rajouté également. Alors, ça, je vous invite à le tester si vous n'avez pas testé d'ailleurs sur la partie FireCloud tout court, même si vous n'avez pas encore fait de test, n'hésitez pas. Aujourd'hui, sur le FireCloud, la petite parenthèse, on va voir la partie Internet Access, d'accord, qui rend le filtrage des accès Internet en proposant du Firewall as a Service. Et normalement, à la fin du mois, il y a la partie Total Access qui va arriver, qui permettra, en plus de filtrer la navigation Internet, de donner accès à des ressources internes. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment pas mal, ça se configure facilement.
Ça marche vachement bien et ça permet de s'affranchir du client VPN tel qu'on peut le connaître historique, avec toutes les limitations qui ont autour. Donc, plutôt intéressant. Et du coup, là, sur le Fire Cloud, ce qui a été rajouté il y a un petit moment déjà, mais c'est le Always On. Ça veut dire qu'on peut empêcher aux utilisateurs de se déconnecter, du coup de désactiver, de déconnecter l'agent Fire Cloud, ce qui permet de garantir derrière que l'utilisateur est constamment protégé par le Fire Cloud où qu'il se trouve. D'accord. Donc, il faut toujours que l'utilisateur se connecte une première fois. Logique, qui s'authentifie, d'accord, parce qu'on peut le coupler avec du hotpoint derrière. Et après, une fois qu'il est authentifié, d'accord, on a la possibilité d'empêcher qu'il fasse un petit clic droit disconnect. Encore une fois, ça permet de garantir qu'il est toujours protégé. Sur Hotpoint, je vous le disais quand j'ai lu l'agenda du jour, sur la partie Entra ID, en fait, on a la possibilité d'utiliser Hotpoint en tant qu'external MFA provider. Aujourd'hui, si vous vouliez coupler Hotpoint avec du Office 365, il fallait faire une délégation d'autorité, il fallait avoir une synchro d'AD locale, etc. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, je pense que tout le monde le sait parmi vous, mais c'était une limitation qui était liée à Microsoft, d'accord. Et du coup, cette limitation va être levée quand ils sortiront ce programme, on va dire, qui s'appelle l'EAM. Comme je le disais, c'est actuellement en bêta. Vous pouvez le tester. Normalement, vous avez la possibilité dans WatchGuard Cloud, dans les bêtas, d'activer ça. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Jérémy ou moi pour qu'on vous rajoute dans la bêta. Et après, côté Microsoft, alors c'est pas mal documenté. Mais si je fais EAM Microsoft ici, hop, la gestion des méthodes d'authentification externe. Donc voilà, comme je dis, c'est en bêta côté Microsoft, d'accord. Donc on va éviter de déployer ça en prod chez les clients. Ceci dit, ça permet de réaliser déjà les tests. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne sur la partie vraiment accès Office 365, etc. Et pour les applis qui vont utiliser du client lourd, genre Outlook & Co., il y a un problème qu'ils sont en train de régler côté Microsoft. Donc, ce qu'ils mettent ici, alors c'est assez vague, mais que les déploiements, les modifications, les améliorations vont être faites sur le courant du mois de septembre. Donc voilà, mais après le reste, on va dire en s'appuyant juste sur la partie Office 365, ça se fait tout seul, ça se met en place relativement facilement. Et en gros, Hotpoint va apparaître comme une application de sécu. Après, vous pourrez l'appliquer comme moyen d'authentification à des groupes d'utilisateurs. Donc même d'un point de vue déploiement, ça va être beaucoup plus souple. On ne sera plus obligé de faire du tout ou rien sur le tenant Office 365, par exemple. On peut vraiment le faire de manière plus granulaire. Donc ça, c'est un truc pas mal. Alors, encore une fois, pour l'instant, bêta côté Microsoft. Si vous voulez déjà le tester, n'hésitez pas à nous le dire et puis on vous rajoutera sur la bêta. Et pour les bêtas, d'ailleurs, watchguard.centercode.com, c'est le site sur lequel sont regroupées toutes les bêtas. Alors, c'est vrai que sur les bêtas, on peut les activer d'une manière assez générale sur WatchGuard Cloud directement, ici, dans la partie bêta features, d'accord. Mais sur le CenterCode, en fait, vous avez des labs, d'accord, avec une série de tests qui c'est découpé en plusieurs étapes pour la configuration, pour tester que l'intégration ou la fonctionnalité fonctionne bien, etc. Donc pareil, si vous n'avez pas de compte sur CenterCode, n'hésitez pas à nous le faire savoir au CAM ou aux avant-ventes, parce que ce n'est pas le même compte, si ma mémoire est bonne, que le compte que vous utilisez pour vous connecter à WatchGuard Cloud, etc. Donc, testez. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous nous dites et puis on s'arrangera pour que vous ayez un accès à ça. Bon, du coup, ici, ça reprend un petit peu les informations d'authentification, à savoir comment ils sont gérés. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est vraiment la partie Office 365 en fonction de ce qui sera configuré en termes d'application ou de règles, de politique de sécurité, d'accord, qui va faire le relais et qui va
faire ses demandes d'authentification à Hotpoint. D'accord? Donc, le point central, c'est vraiment Office 365 et c'est lui ensuite qui va forwarder les demandes de push sur les groupes d'utilisateurs pour lesquels, dans Office 365, on aura configuré la Hotpoint comme gestionnaire de l'authentification des users. Donc, pareil, testez-le, c'est plutôt simple à intégrer et ça fonctionne vraiment pas mal. Sur ThreadSync, alors j'ai enlevé une partie de ThreadSync parce qu'on a fait un webinaire il y a 2 mois peut-être sur ThreadSync. Il y a toute une partie en fait sur hop là, pardon, tac, sur des améliorations qui ont été faites au niveau des dashboards. Et pour le coup, j'ai fait un webinaire dédié là-dessus, donc je ne vais pas repasser, mais en gros, il y a plus de finesse ou de granularité qui ont été rajoutées sur les incidents. D'accord, donc on peut bloquer les incidents, on peut regarder le niveau de les actions qui ont été entreprises. Alors, bon, je ne l'ai pas ici. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube du coup de WatchGuard France, le webinaire sur ThreadSync, où on avait passé tout ça en revue. Celui sur lequel je voulais m'arrêter un petit peu là, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le Wi-Fi également est intégré aujourd'hui dans ThreadSync. Typiquement sur les améliorations là, qui ont été rajoutées dernièrement, plutôt intéressantes. C'est le fait de pouvoir faire des actions de réponse sur les points d'accès malveillants, d'accord, donc les rogue access points ou les evil twin. Du coup, on peut empêcher des clients de se connecter à des points d'accès qui auraient été flagués comme rogue access point ou evil twin. Donc, c'est des actions de réponse qui se font d'un point de vue radio, d'accord, quand un client va chercher à s'y connecter. Les bornes qui sont équipées des antennes peuvent faire de la protection active. C'est à partir de l'AP 230, si je ne dis pas de bêtises, on pourra le vérifier à la limite tout à l'heure. L'AP 130 ne le fait pas. Mais donc, voilà, c'est intéressant parce qu'on a cette protection qui se fait vraiment d'un point de vue radio pour empêcher des clients de se connecter à des points d'accès Wi-Fi qui sont flagués comme étant malveillants. Donc, plutôt intéressant cette partie-là. Pour, on va dire, votre culture personnelle sur le Wi-Fi, un Rogue IP, ça va être un point d'accès, d'accord, qui va être branché sur le réseau, sur le système d'information, qui n'est pas désirable. Donc ça, on a des moyens de le détecter, d'accord, dans notre partie Wi-Fi. Et encore une fois, c'est des choses qui remontent dans ThreadSync avec les informations qui permettent après de retrouver le point d'accès, savoir sur quel port il est branché sur un switch ou autre avec l'adresse MAC. Et du coup, on va pouvoir, comme je disais, empêcher les points d'accès de se connecter au Rogue AP. Et sur la partie Evil Twin, c'est plus un point d'accès en fait qui va diffuser le même SSID que la société, d'accord, en question. L'idée forcément, c'est de récupérer, de tromper les clients qui se connectent dessus et de récupérer les informations d'authentification, entre autres. Et du coup, pour s'affranchir de ça et pour les détecter, il y a un mécanisme qui s'appelle Trusted Wireless Environment, TWE, donc avec une signature spécifique, d'accord, qui tous les points d'accès qui sont flagués comme étant dans l'environnement du client sur WatchGuard Cloud vont être au courant de cette signature, d'accord. Et donc dès qu'un point d'accès Wi-Fi va diffuser le même SSID, la signature normalement, il ne pourra pas la connaître et donc il ne sera pas authentifié et accepté par les autres points d'accès, d'accord. Et il sera vu donc comme étant un point d'accès qui est malicieux, d'accord. Donc tout ce qui va être Pineapple, etc. Là, on va pas pouvoir les connecter et ils seront encore une fois identifier et surtout l'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec la fonctionnalité là, qui a été rajoutée, ça permet d'empêcher des clients Wi-Fi de se connecter à ces environnements-là. Donc sur la partie ThreadSync, évidemment, il y a une page dédiée à ça, d'accord. On va pouvoir choisir ou non, quand un point d'accès est flagué comme étant malveillant,
malicieux de bloquer les connexions donc, des clients vers ce point d'accès-là. Donc, ça fait une protection supplémentaire sur l'environnement Wi-Fi qui est souvent malheureusement un petit peu laissé de côté. Et on peut toujours, depuis ThreadSync, après c'est un des gros avantages de ThreadSync, de simplifier l'administration au sens large. Mais dans ThreadSync, on va avoir la possibilité, si un point d'accès est détecté comme étant malicieux, mais que c'est un point d'accès Wi-Fi qui ne serait pas WatchGuard, d'accord, mais qui est quand même dans l'écosystème du client, on peut directement depuis la console de ThreadSync le truster pour plus qu'il remonte comme étant malicieux. Et donc, après, tous les mécanismes de protection qui seraient mis en place derrière ne s'appliqueraient évidemment pas à ce point d'accès-là. Et on peut aussi bloquer les connexions à la volée, d'accord, sur les Rogue Access Points. Pour ça, après, c'est l'interface de ThreadSync que vous connaissez, je pense, tous. Qui apporte pas mal de souplesse à ce niveau-là. Et ce que je voulais dire surtout, on peut forcément créer une règle de rémédiation automatisée, qui va, dès qu'un point d'accès malicieux va être repéré, qui va faire en sorte de bloquer les connexions des clients à ce point d'accès Wi-Fi. D'accord ? Donc, soit on le gère à la main, soit on le gère via des règles de rémédiation automatisées, ce qui est toute la force et tout l'intérêt de ThreadSync aujourd'hui. Un oubli de traduction, désolé. Dans ThreadSync plus NDR, donc on peut récupérer aujourd'hui les logs d'environnement Azure, d'accord, pour alimenter la plateforme et puis pour pouvoir faire une analyse après à ce niveau-là. Donc pareil, c'est quelque chose qui est en bêta. Pour moi, c'est toujours en bêta. Je n'ai pas regardé avant le webinaire. Mais si vous avez besoin de le tester, pareil, n'hésitez pas si vous avez des clients qui ont des environnements dans Azure et que vous voulez voir un petit peu le type d'informations qui remontent, eh bien, allez-y. Et sur la partie ThreadSync plus NDR et ThreadSync plus SaaS, pareil, je l'avais couvert l'autre fois, mais en fait, on peut aujourd'hui, hop là, si je vais sur la partie ThreadSync, quand on crée des politiques, on va avoir la rémédiation qui est arrivée, donc elle est arrivée à ce niveau-là directement, d'accord, dans ThreadSync plus. Et cette rémédiation, si je prends une policy alerte, ici, une règle, pardon, pas une alerte, mais il y a la petite partie rémédiation où on va pouvoir, si la politique sur laquelle je suis est déclenchée, d'accord, si un trafic match cette politique-là, je vais pouvoir dire que je vais bloquer les adresses IP externes automatiquement. Donc, elles vont être bloquées évidemment au niveau du firewall si jamais il y a un firewall WatchGuard qui rentre dans la danse. Et on peut faire la même chose pour des... oui, je dois annuler. On peut faire la même chose pour les utilisateurs. Donc, si en plus de ThreadSync plus NDR, vous avez du ThreadSync plus SaaS sur la partie Office 365, d'accord, je vais avoir une partie de rémédiation aussi. Et donc, quand ma règle va être matchée, on va pouvoir désactiver le compte de l'utilisateur. Okay, donc, c'est à la carte. Par défaut, la rémédiation n'est pas appliquée, donc il faut aller jouer après avec les règles, forcément. Mais sachez que c'est quelque chose qui est arrivé ici. Et on va avoir également, hop là, alors il faut que je vois si j'ai de la donnée ici. OK, et consulter l'historique au niveau de la page d'audit log de ThreadSync plus. Hop là. Et ici, du coup, on va avoir les différentes informations, d'accord, un résumé en gros avec toutes les IP qui ont été bloquées. Même chose sur les utilisateurs, s'il y a eu des actions au niveau des utilisateurs, d'accord, avec les comptes qui ont été désactivés ou réactivés. La partie audit log, c'est vraiment pour avoir le suivi de tout ce qui se passe sur les tenants et au niveau des adresses IP du coup. Et voilà pour ThreadSync plus. Et enfin, sur le MDR, comme je disais, il n'y a pas pour le coup de nouveauté de service, alors à part le portail de Managed Service, le portail d'Act 0, que pareil, si vous proposez du service MDR, je pense que vous l'avez vu. Mais en fait, les nouveautés, c'est plus sur la gamme de couverture, on va dire, qu'on offre aujourd'hui.
Là où il y a 1 an et demi à peu près, on était juste avec du WatchGuard Core où on faisait proposer du service managé sur l'environnement de protection des postes de travail WatchGuard et la partie Office 365. L'offre a évolué, donc aujourd'hui on propose forcément toujours le WatchGuard Core MDR. On a un WatchGuard Core MDR for Microsoft qui permet de fournir du service managé chez des clients qui seraient équipés en Windows Defender. Donc là, on sort vraiment du contexte WatchGuard. Et on a Total MDR qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui permet de faire un service managé du coup sur l'ensemble des produits WatchGuard. Donc endpoint, firewall, identité, Wi-Fi. Et à terme, FireCloud aussi va être intégré là-dedans. Et toujours pareil, les services cloud, donc Office 365, AWS et Google Workspace. Donc voilà, et la prochaine étape qui va arriver sur le dernier trimestre sera la partie WatchGuard Open MDR, où là on pourra prendre en charge dans le service des solutions tierces, des firewalls d'autres éditeurs, des solutions de protection endpoint d'autres éditeurs. Donc ça, dès qu'on aura plus de news, je pense qu'on vous fera un petit webinaire là-dessus, peut-être même pour vous dire les éditeurs et les solutions qui seront supportées à la sortie. Et donc cette offre-là de WatchGuard MDR, cette offre pas mal. Et donc on est plutôt sur la bonne voie. Donc voilà pour les nouveautés. Je vois qu'il y a quelques questions. Hop là. Ok. Possible de bloquer les sockets. Alors, on pourrait alimenter une blacklist sur les firewalls. On pourrait alimenter une blacklist. Il y a un truc qui est intéressant et qui, à mon sens, est trop peu utilisé. En fait, on a pas mal d'API, et notamment sur les firewalls, on peut rajouter des adresses IP en blacklist. Après, les briques, dans les services qui sont embarqués dans le firewall, on a l'anti-botnet, on a la réputation des sites web et le filtrage d'URL. Donc, normalement, firewall locaux sur les postes de travail. Ah, ok. Sur les firewalls locaux des postes de travail. Alors, il va y avoir deux choses. Ce n'est pas forcément lié à ThreadSync. Alors, si tu as du FireCloud, j'ai envie de dire ça va le faire par défaut parce que dans le FireCloud, il y a de l'IPS, il y a de l'anti-botnet, etc. Donc ces choses-là seront bloquées. Après, sur le PDR seul, alors, je vais le mettre sur un autre compte pour vous montrer ça. Sur le PDR seul, en fait, il y a quelque chose qui a été rajouté pour... Je récupère juste mon petit mot de passe. Est-ce qu'il est... Hop là. Tac. 2 petites secondes. Et hop là. Alors, il y a une partie Endpoint Access Enforcement qui a été rajoutée. Alors, ça ne va pas répondre précisément à ce que tu dis, à savoir ajouter des IP bloqués sur le firewall du poste, etc. etc. Mais ça a du sens malgré tout. Hop là, allez, des notifs dans tous les sens. Ah tiens, il y a un truc dont il fallait que je vous parle et qu'il faut que je vous dise absolument, j'y reviens juste après. Il y a ça, il y a la partie endpoint, je vais y arriver, Access Enforcement. En fait, ça permet ici de monitorer toutes les connexions qu'on a eues entre des machines donc protégées par le PDR, avec des adresses IP et des équipements qui ne sont pas protégés par le PDR.
Et du coup, par extension à ça, ce qu'on peut faire, d'accord, là c'est vraiment de la visu, ok, avec un niveau de risque. Donc le risque, ça va être lié, on a forcément une base de réputation des adresses IP. Et le risque, après, ça va être sur le type de protocole et le type d'échange, on va dire, qu'il va y avoir eu avec ces adresses IP-là. Mais là où c'est intéressant, c'est que si on configure cette partie-là, en fait, on va être capable, hop là, d'autoriser ou de bloquer, d'accord, certains protocoles carrément. Ok, donc si je veux empêcher des connexions RDP SMB avec des équipements ou des machines qui ne sont pas protégées par le PDR, il y a un peu de flexibilité dans le sens où on peut se dire bon, si c'est de l'EPDR qui est géré avec un autre compte, ok, c'est peut-être pas trop mal protégé, bien qu'on n'ait pas de visu sur la configuration et que le client en face puisse être en mode audit, d'accord. Mais on a la possibilité, voilà, de dire bon, si c'est sur un autre PDR, j'autorise des connexions, des communications. Par contre, si je veux pas, je drop tout. D'accord. Par défaut, c'est en audit, pareil, et comme ce que je disais, on peut faire du blocage et sur des niveaux de risque aussi, donc médium, high ou critique. Ok, donc il y a pas mal de. Ça répond pas précisément à ce que tu dis, mais à mon sens, c'est quelque chose qui peut aider dans ce sens-là. Donc il y a ça et un truc dont je voulais. Attends, limitation de licence sur le MDR Defender. Pareil sur le Core MDR. Hop là, sur le Core MDR. Core MDR Defender. Donc, sur la partie Core MDR, on va avoir sur le Help Center aussi les niveaux de licence nécessaires. Enfin, je le retrouve. Sur le Help Center, je sais que ça y est. Pour moi, c'est à partir de P1, mais je te dis ça vraiment de tête à creuser. Si tu veux, envoie-moi un mail et puis on regardera. Et un truc que je voulais vous dire également, qui était relativement important. Je ne sais pas si vous avez reçu, alors là je reviens un peu sur les firewalls, alors ça sort de la partie vraiment mise à jour de ce qui se passe sur le cloud, etc. Mais vous avez peut-être reçu, on a une faille critique sur les firewalls. Où est-ce que j'ai mis ça? Normalement, vous avez reçu un mail pour vous l'indiquer. Alors après, tout dépend si vous êtes en opt-out ou opt-in sur les communications liées à WatchGuard, etc. Je vais vous reprendre ça. Hop. Et donc, il faut absolument que vous patchiez vos boîtiers aujourd'hui. Des infos qu'ont les équipes côté WatchGuard qui surveillent ce genre de choses. Visiblement, il n'y a pas de preuve que la faille a été exploitée, d'accord, mais malgré tout, ça reste une faille critique. Et donc, il faut patcher. La version a été réalisée en début de semaine, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de corriger. Donc, pareil, faites-le. L'avantage, on va dire, quand c'est connecté à WatchGuard Cloud, c'est que on peut faire les mises à jour assez facilement, mais pensez à les prévoir. Et après, je pense aussi, et surtout, aux boîtiers qui ne seraient plus sous licence. Pour le coup, boîtier pas sous licence dit boîtier pas patchable. Donc, pareil, si vous avez des boîtiers qui ne sont pas sous licence, qui traînent chez les clients, faites gaffe. Parce que du coup, faille critique, comme c'est dit dans le titre, c'est critique. Donc, il vaut mieux prendre les devants et faire le travail nécessaire en patchant. Du coup, voilà. Alors, hop. Donc, ouais, pour la partie MDR sur Defender, je regarderai, on en discute. Écoutez, je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Comme je vous disais juste, hop, sur la partie ThreadSync là, que je n'ai pas retraité, sur la partie ThreadSync que je n'ai pas continue, WatchGuard France. Hop
là, donc il y avait la partie, donc c'est Stretching Core, d'accord, c'était il y a 3 mois, et du coup j'avais passé en revue effectivement les nouveautés qu'il y avait, notamment sur le traitement des incidents, etc. Il y a plus de granularité, de finesse et d'informations qui sont affichées. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et Jérémy avait fait un truc sur le MDR, et je crois que dedans il parle des licences nécessaires d'ailleurs pour Defender. Donc voilà, 40 minutes, c'est bien, c'est pas trop long, ni trop long ni trop court, j'ai envie de dire. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, comme d'habitude, vous savez où nous trouver. Donc n'hésitez pas. Et puis on se voit bientôt pour certains, et sinon sur un prochain webinaire pour les autres, qui pour l'instant n'est pas encore planifié. À voir. Si vous avez des sujets d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les soumettre qui pourraient vous intéresser. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Un last call pour les questions. Et bien, pas de questions. Du coup, je vous souhaite presque bon appétit, bon après-midi, et puis à bientôt. Allez, bye bye.